tous. Je suis ravi de vous accueillir au nom de Monsieur le maire, qui est pas là tout de suite, mais qui risque de nous rejoindre d'ici la fin de la séance. Vous accueillir dans ce cocon, puisque nous avons quitté de manière éphémère les grands foyers qui sont à l'étage pour nous réunir ici pendant, je pense, une fois ou deux, compte tenu des travaux qui sont en cours à l'étage. Je voudrais, puisque je viens de parler du cocon de la médiathèque, remercier Madame Guiraud, je ne sais pas où elle est, la directrice de la médiathèque, et son personnel, puisque naturellement, une petite manifestation comme celle-ci nécessite un certain nombre de logistique, et nous vous remercions de l'avoir exécuté dans les temps et dans la qualité. Et enfin, pour terminer les remerciements, peut-être la technique qui, comme d'habitude, est fidèle et va nous accompagner pendant toute la séance. Un mot pour notre couple de ce soir, pour introduire la séance. Merci à Olivier Moni d'être fidèle depuis maintenant 2 ou 3 saisons. Et puis je voudrais, pour introduire vraiment la séance, saluer et souhaiter la bienvenue à Tante Franck à Saint-Médard. Vous dire que je ne vais pas, compte tenu des quelques minutes que nous avons de retard, être très long sur votre carrière d'écrivain. Je vais juste citer que vous avez eu le prix Renaudot il y a quelques années, on va dire maintenant, et que depuis, vous nous avez enchanté avec beaucoup d'ouvrages. Ou peut-être nous direz-vous pourquoi vous avez souhaité par moment écrire sur notre nom, sur notre pseudonyme, et ceci on verra bien si vous dévoilez vos secrets. En attendant, je vous souhaite une bonne séance et je vous donne tout de suite la parole. Bien, un seul être vous manque, monsieur le maire, et tout est repeuplé, puisque monsieur le premier adjoint, je m'en félicite, parfaitement pourvu à ce manque, mais je n'en doutais pas, eu égard à sa fidélité, dont je le remercie personnellement, à ses rencontres au carré. On est donc ce soir au début du carré, c'est une nouveauté pour moi, c'est pas désagréable, c'est un vrai cocon, c'est très bien. Permettez-moi de joindre mes propres remerciements singulièrement, puisque c'est la première fois qu'on est in situ dans les locaux de la médiathèque, envers toute l'équipe de la médiathèque, qui est la cheville ouvrière de ces manifestations et qui s'en acquitte avec bienveillance et avec une efficacité qui n'a jamais été démentie jusqu'à aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison qu'elle le soit à l'avenir. Je suis tout à fait confiant, conscient aussi, mais confiant à ce sujet. Quand j'ai imaginé, que j'ai proposé à Jacques Mangon et à toute son équipe, à Evelyne Guiraud, à la médiathèque aussi, ces conversations au carré, mon idée était que, donc, c'était une idée de conversation. Mon idée était, et ça allait rester jusqu'à ce jour, et ça le restera jusqu'à ce que les conversations s'épuisent, mais je suis un grand bavard, donc je suis pas inquiet. Mon idée était de n'inviter que des gens avec qui je puisse avoir envie d'avoir une conversation. Et je vous mets au défi sur les... je crois que Dan est le 28e invité en 4 ans maintenant, parce qu'on est en plein dans la 4e saison. Je vous mets au défi de pouvoir me prouver que j'ai dérogé à cette idée initiale. Ça me paraît important, les conversations. Je trouve qu'on ne se parle plus assez. On se contente d'éructer souvent dans un espace public ou sur des réseaux sociaux, mais c'est pas ce que j'appelle une conversation. Une conversation, c'est physiquement entre des gens qui sont contents d'être ensemble. C'est pourquoi je suis extrêmement content d'être avec Dan Franck, parce que ça fait longtemps que j'ai une conversation. Lui n'en a pas avec moi, mais moi j'ai une conversation de lecteur avec lui. Vraiment depuis longtemps. Et pour tout vous dire, depuis son premier livre, Les Calendes grecques, que j'avais trouvé par hasard dans mon adolescence, dans une librairie, je vous raconte ma vie, c'est très intéressant, dans une librairie de Porquerolles, où il y avait 4 livres de poche qui se battaient en duel, et il y avait un livre de poche qui était chez Pocket, si je dis pas de bêtises, mais vous me détromperez, qui était Les Calendes grecques, et j'avais été fasciné par le fait que dans ce livre, il y avait déjà tous les livres suivants de Dan Franck, et Dieu sait pourtant s'il s'agit d'un écrivain divers, moins dans la diversité de son inspiration que dans les moyens qu'il a pour les appliquer.
Et ses outils de travail, puisque vous l'avez dit très bien, il est romancier, il est scénariste, il est historien d'une certaine manière. Donc je suis singulièrement content de le rencontrer, et je suis singulièrement content, j'ai parlé du premier livre, je voudrais parler du dernier, qui vient de sortir, donc beaucoup parmi vous n'en ont pas eu connaissance encore, et pour cause, Le vol de la Joconde. On va d'ailleurs commencer par ça, Dan Franck, qui vient de paraître aux éditions Grasset. C'est donc, ça s'inspire, je dis bien ça s'inspire, d'un fait divers, je ne sais pas si l'expression est juste, mais bien connu, qui est ce vol qui a eu lieu de la Joconde à Paris en 1911, c'est ça. Et ça va très au-delà, c'est une, j'aime pas le terme de fresque, parce que souvent on voit des livres de 800 pages, là c'est une fresque de 250 et je trouve ça très bien. Et c'est un livre absolument délicieux par son enthousiasme, par sa gaieté paradoxale d'une certaine manière, dans lequel il me semble que vous, Dan Franck, arrivez, je dirais pas à la maturité pleine et entière de votre art, parce que ça... Après, ça laisse peu d'espoir pour la suite, mais vraiment où vous êtes absolument dans la parfaite maîtrise de vos moyens de romancier, et c'est formidable. On va finir avec du bon français. Il y a une expression que j'aime bien, qui est anglaise. On dit de certains livres que ce sont des page-turners. Moi, j'ai lu ce livre en 2 jours. Je suis obligé d'en lire beaucoup, donc j'ai parfois peu de temps à leur consacrer. Mais parfois aussi, je les laisse tomber au milieu. Celui-là, je l'ai lu en 2 jours, et sans me dire du tout que j'allais me retrouver obligé d'écrire dessus, même si c'est ce que je m'apprête à faire dans les pages de notre grand quotidien local préféré. Donc, ce compliment qui n'est pas d'usage étant fait, commençons par le commencement. C'est un peu toujours la même question que je pose au début. Vous avez déjà beaucoup écrit sur cette période, hein, Montparnasse, etc. Les 2 héros du vol de la Joconde, je ne l'ai pas dit, c'est important, c'est quand même 2 personnages inouïs, Picasso et Apollinaire, mais il n'y a pas que, loin de là. Comment ça naît, un livre comme ça? Est-ce que, quelle est l'anecdote, la grâce de Dieu derrière un pilier de Notre-Dame qui fait naître un truc qui peu à peu sédimente, et où vous vous dites, bon, ça y est, je tiens mon prochain livre? Alors bonsoir d'abord, mais je vois pas la partie droite, donc je penserai à vous, mais je ne vois pas. Merci d'être venu, donc écoutez ce que je vais vous raconter. Donc comment ça vient? Eh bien c'est très simple, je me suis retrouvé il y a 2-3 ans sans travail. J'avais pas de scénario à écrire, pas de livre à faire non plus, donc j'étais un peu démoralisé. Et j'ai un de mes amis qui s'appelle Samuel Benchetrit, et que je remercie d'ailleurs dans le livre, et qui m'a dit, mais reprends Montparnasse, Montmartre, tout ce que tu connais, les artistes de cette époque-là, le bateau Lavoir, et fais une pièce de théâtre. Et j'ai écrit une pièce de théâtre, mais j'ai pas les clés du théâtre. Donc j'ai pas réussi à la monter, en fait. Et donc j'en ai fait un livre. Voilà, c'est comme ça que, techniquement, c'est la raison pour laquelle je suis arrivé à ce livre. Et c'est un livre un petit peu particulier, en ce sens que j'ai beaucoup travaillé, moi, sur la vie des artistes. J'ai fait une espèce de chronique très longue, qui fait 1000 pages, sur les artistes entre l'arrivée de Picasso à Paris, c'était en 1902, et puis Sartre et la guerre en 1945. Voilà. Donc j'ai passé une quinzaine d'années quand même à écrire ces livres, à travailler sur ces ouvrages-là, et j'ai toujours eu un regret, c'est en fait d'avoir quitté les personnages magnifiques qui sont Apollinaire, Picasso, le douanier Rousseau, Alfred Jarry, Braque, Utrillo, enfin toutes ces personnes extraordinaires qui ont fait l'art moderne à Paris quand Paris était la capitale du monde. Et ça a été des personnages pour moi pendant très longtemps, et à un moment donné, j'ai eu envie de les retrouver. Et c'est pourquoi j'ai fait ce livre qui est une promenade, en fait, qui se passe en 1911. Le prétexte, c'est qu'on a volé la Joconde au Louvre.
Et la vraie histoire, c'est que en même temps, on a volé 2 têtes ibériques du 5e siècle avant Jésus-Christ. Je raconte le livre un peu, c'est pas grave. Il se trouve que la personne qui se dénonce en disant « j'ai volé non pas la Joconde, mais les 2 têtes ibériques », donc 2 sculptures anciennes au Louvre, ça a été pendant un temps le secrétaire d'Apollinaire. Et Apollinaire a revendu ses statuettes à Picasso, qui s'en est servi comme modèle pour faire les Demoiselles d'Avignon. Et le livre commence un jour, en 1911, où Apollinaire téléphone à Picasso en lui disant Picasso est dans les Pyrénées en train de faire du cubisme avec Braque, et il lui dit il faut que tu remontes à Paris, le téléphone existait déjà, parce qu'on a un problème, on va être accusé de recel, parce que tu as les têtes ibériques. Alors Picasso remonte à Paris très vite, il fouille dans le bateau Lavoir et il découvre ces 2 statuettes. Et donc là, ils sont pris de panique, ces 2 garçons sont pris de panique parce qu'il y en a un qui est espagnol, l'autre qui est italo-polonais. Ils se disent, si on se fait prendre, on va être expulsé de France. Et là, la France, à l'époque, était un pays très généreux, très accueillant. Donc ils mettent les valises, les statuettes dans 2 valises, et puis ils se disent, on va les planquer quelque part. Et donc ils vont voir Matisse, ils vont voir Utrillo, ils vont voir le douanier Rousseau, ils vont voir Alfred Jarry, ils vont voir toutes les personnes extraordinaires de cette époque, et comme je connais cette période plutôt pas mal, j'ai raconté les anecdotes les plus extraordinaires, comme je vous raconte une comme ça parce qu'elle m'a beaucoup amusé. Picasso et Apollinaire arrivent chez le douanier Rousseau, qui est donc ce peintre d'une naïveté confondante, dont on s'est toujours demandé si Picasso l'admirait ou pas. Oui, il l'admirait. Ils arrivent chez le douanier Rousseau, qui habitait dans le 15e arrondissement à l'époque. La porte de l'atelier est fermée, donc ils montent à l'étage et ils trouvent le douanier Rousseau qui est... alors moi j'ai un peu exagéré l'affaire, il est planqué sous une chaise, il a peur, et Apollinaire lui dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le douanier Rousseau lui dit « il y a un lion en bas, dans mon atelier, il y a un lion, alors j'ai la trouille. » Alors Picasso, qui était armé, parce que Picasso avait un Browning à l'époque, il tirait sur tout ce qui bougeait, dit « mais c'est pas grave, on va descendre le lion. » Et ils descendent d'un étage, et ils sont là comme ça, comme des flics aujourd'hui, où est le tigre, où est le lion, etc. Et Picasso ouvre la porte. Les autres se cachent derrière et ils tirent. Et ils tuent le lion, qui était un tigre. Et c'était un tigre peint par le douanier Rousseau. Et c'est une histoire que moi j'ai lue j'ai lu des centaines de livres sur cette période-là, sur des livres. C'est une histoire qui a été racontée, je ne sais plus si c'est par Salmon ou Apollinaire. Bref, c'est une des histoires de ce livre, et en fait ce livre est plein d'histoires de gens qui racontent un peu la camaraderie formidable de ces gens qui vivaient pauvrement, c'était le temps de la bohème, mais qui en même temps savaient que c'était des immenses artistes, et donc ils acceptaient de vivre pauvrement parce qu'ils savaient qu'un jour ils seraient reconnus. Et moi ce que j'ai voulu montrer, c'est cet esprit de camaraderie formidable, la naissance de l'art moderne, qu'est-ce que c'est que le cubisme, comment on vivait à Montmartre à l'époque, c'était quoi les rapports entre Matisse et Picasso, l'un s'appelait Pôle Nord et l'autre s'appelait Pôle Sud, pourquoi, enfin voilà. Mais simplement, comme je ne suis pas historien et que je suis plutôt romancier, j'ai essayé de raconter ça d'une manière vivante et joyeuse, voilà. Vous avez déjà beaucoup écrit sur Montmartre, je n'ai pas dit trop, mais cette camaraderie, vous l'avez rêvée ou vous êtes persuadé qu'elle était vraiment là, cette espèce d'émulation il y avait... En fait, à cette époque, tout tournait déjà autour de Picasso. Picasso a toujours été un personnage incroyable, pas tellement sympathique, mais assez fascinant. Quand il arrive en France, il y a un poète qui s'occupe de lui, c'est Max Jacob, qui comprend tout de suite que c'est un génie. Et puis après, il y a Guillaume Apollinaire, et puis après, il y a Jean Cocteau, puis il y aura Aragon, tout le monde se greffe autour de Picasso. Et Picasso, on a c'est la bande de Picasso d'époque où il y a Vlaminck, Derain, Apollinaire, Max Jacob et quelques autres qui sont très soudés. Et les autres, en revanche, ça ne se passe pas toujours très bien. Par exemple, au bateau Lavoir, il y a Juan Gris, qui est espagnol aussi, et Picasso est jaloux de Juan Gris, donc ils ne s'entendent pas. Ou bien il y a Van Dongen, donc il y a eu des camaraderies très puissantes, et en même temps, il y a eu aussi, en effet, des jalousies, des envies, mais quand même, il y avait une fraternité merveilleuse. Vous auriez aimé être peintre dans les années 20, c'est parce que ça fait quand même plusieurs fois que... La peinture, d'ailleurs, ça occupe quelle place dans votre vie?
non, j'aurais pas aimé être peintre dans les années 20, parce que les années 20, il y a les années 30 qui arrivent derrière, et que, bon, j'ai pas très envie. Non, la peinture, j'ai vendu des toiles une période de ma vie, quand j'étais très jeune. J'allais place du Tertre, j'ai fait ça à 2 ans, hein, place du Tertre l'hiver et l'été à Saint-Tropez. Mais le principe, c'est que je faisais semblant d'être peintre. En fait, je travaillais pour des peintres, je vendais des toiles, j'en vendais aucune évidemment, mais pour des gens pour des peintres en fait. Et j'étais leur vendeur, j'en vendais pas, j'ai pas fait ça longtemps. Mais ça m'a quand même permis de rencontrer des peintres bohèmes, quoi, des peintres, des peintres qui n'en vivent pas, mais qui ne sont pas les génies qu'on a pu connaître, dont je parle dans ces livres-là. Mais moi, j'adore les artistes, en fait. J'adore les peintres, j'adore les écrivains, j'adore les musiciens. Je trouve que c'est des gens qui ont un pied dedans et un pied dehors. Et c'est cette espèce de contradiction sociale et de fragilité aussi qui m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup écrit sur les artistes à cause de ça. On va y revenir. Je reviens d'ailleurs sur le vol de la Joconde, parce que vraiment, de cette histoire que vous nous avez racontée, ce qui compte vraiment pour moi dans ce livre, c'est le rythme, c'est la cavalcade de l'histoire. À quel moment vous avez dit « ouais, c'est bon », parce que l'idée initiale, certes bonne, mais le rendu peut être, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, de partir sur une idée qui vous paraissait excellente, et puis finalement, au bout d'un moment, vous dites non, ça ne marche pas, pour différentes raisons, etc. Oui. À quel moment vous avez dit, là, ça marche? En fait, assez vite. Assez vite parce qu'il faut trouver le ton d'un livre. Voilà. Moi, c'est si j'ai pas le ton, je peux pas, je sais pas. J'avais 2 problèmes sur ce livre. D'abord, il faut trouver le ton, et ça, c'est vrai pour tous les livres. C'est-à-dire que si moi, je me plais pas, en écrivant, je ne me plairais pas à continuer. Et si moi j'ai toujours pensé que quand on s'emmerdait en écrivant, on s'emmerdera en lisant. Donc tant que je m'emmerde, c'est pas bon. Et puis je savais que je voulais faire un livre joyeux. Voilà, je voulais faire un livre joyeux, assez court, et qui raconte des choses. Ça, c'était bon. Donc il fallait que je trouve ce ton-là. Et la deuxième question que je me suis posée, qui est une question que je me pose sur maintenant à peu près tous mes livres, c'est quelle est ma place ? C'est-à-dire, est-ce que je me mets en scène moi? Est-ce que je parle de moi? Pour moi, c'est une question essentielle du livre, effectivement. Je vais revenir, mais et ça, c'est une question qui est toujours très difficile. Le livre d'avant qui s'appelle Scénario, je racontais une expérience difficile que j'avais eue en écrivant Marseille, qui est la première série de Netflix, ça s'était mal passé. Et là, par exemple, je raconte l'histoire d'un scénariste, qui est d'ailleurs moi, et mon but c'était d'expliquer comment on écrit une série, comment ça se passe dans ce milieu-là, qui la produit, comment ça se passe avec les Américains, surtout moi qui ne parle pas anglais, enfin ce genre de choses. Et donc j'ai eu énormément de mal à trouver le jeu. Voilà. Et ça a été très compliqué, c'est probablement le livre que j'ai le plus fait lire à mon éditeur, parce que j'arrivais pas à calibrer la place qui était la mienne. J'aime pas parler de moi de manière générale, et j'arrivais pas à calibrer le truc, quoi. Et dans le vol de la Joconde, je voulais qu'il y ait un tout petit jeu, mais très 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 léger, très subtil, très juste pour donner la main à mes personnages, voilà. Et quand j'ai trouvé le jeu, enfin, donc il y en a vraiment pas beaucoup, mais ça m'a donné l'élan nécessaire pour faire cette espèce de traversée de Paris, mais c'est pas Bourvil et de Funès, c'est Picasso et Apollinaire et les autres dont on a parlé, quoi. On va revenir au vol de la Joconde et puis à tous les autres livres, mais je pense à une chose, en vous écoutant parler de scénario, qui est votre précédent roman, si je dis pas de bêtises, qui donc raconte, entre autres, hein, parce que là aussi, il y a un point de départ, et puis l'histoire se développe sur d'autres horizons. Il y a... bon, je l'ai dit, on va en reparler, vous n'êtes pas romancier, vous avez exercé vos talents de plume dans tous les secteurs, là en l'occurrence le scénario, mais on a quand même l'impression qu'à la fin, tout ça, même ce que vous appelez vous-même, je n'ai pas vu, une mauvaise série,
ça vous aura permis de faire de la littérature. Que l'idée, c'est quand même de revenir à la littérature, que le cœur de métier, c'est la littérature. C'est le roman, en tout cas. Oui, c'est même pas un métier. Écrire, c'est pas un métier. Écrire, quand j'écris des scénarios, c'est un métier. Quand j'écris un livre, c'est pas la même chose. Je raconte dans Le vol de la Joconde une petite histoire. Un jour, j'avais fait un très mauvais livre qui s'appelle Les Têtes de l'art, qui était mon 3e ou mon 4e. En fait, j'avais rencontré une centaine d'artistes, des gens connus, des gens pas connus. Et à tous, je pose la question, j'ai vu des gens comme Simone Signoret, comme Follon, comme Oursoulage, enfin, et des gens qui faisaient je sais pas, de la poterie en Ardèche. Et à chacun, je posais toujours cette question-là, et je disais, c'est quoi la différence entre un artiste et un artisan? Et c'est le peintre Soulage qui m'a fait une réponse extraordinaire. Il m'a dit, à son avis, et j'aime bien maintenant d'ailleurs, il m'a dit, l'artiste et l'artisan savent où ils vont, mais l'artiste ne connaît pas le chemin. Et ça, c'est une définition absolument prodigieuse. Et quand j'écris des scénarios, je suis artisan. Parce que le scénario, c'est un jeu intellectuel, il y a des règles. Je dis toujours qu'il faut savoir jouer aux dames et aux échecs. Il faut savoir jouer aux échecs pour construire, jouer aux dames pour dialoguer. Il faut aller vite dans les dialogues. Et quand j'écris un roman, je suis un artiste. Voilà. Et c'est une grande différence. C'est pas un métier de... Je pense qu'être romancier, c'est pas un métier, en fait. D'abord parce que quand on a un métier, on le maîtrise. Et en fait, quand vous commencez un roman, vous savez jamais si ça va être... Si vous allez l'écrire, si vous allez continuer, si vous n'allez pas abandonner, c'est parfois très décourageant. Alors qu'un scénario, quelque chose de construit au départ, enfin, dont on sait qu'on doit le construire avant d'écrire ou avant de dialoguer, c'est un autre travail. Alors, juste une parenthèse, moi je crois que c'est la première fois en 28 rencontres, et rien que ça peut justifier cette conversation, qu'on a un écrivain qui est capable de dire « j'ai publié un très mauvais livre ». Gardez-le bien, enregistrez-le, c'est très rare. Hein. C'est une fantaisie sémantique qui est assez peu courue dans le milieu. Parenthèse refermée. Moi, je me demande si, en saluant Jacques Mongon, qui nous a rejoint, merci Monsieur le maire, je me demande si la vraie question, c'est pas de ne pas savoir où on va, ou plutôt de savoir où on va, mais de ne pas savoir par où on va passer pour y aller. Oui, ça dépend des livres. Moi, souvent, enfin, en tout cas avant, mais je pense que le roman change. La nature du roman change. J'ai un peu ce sentiment-là. Mais avant, moi, je commençais à écrire sur un personnage, une ambiance, quelque chose comme ça, mais je ne savais rien du tout. Quand j'écris Le vol de la Joconde, je sais que je connais mes personnages, je sais que ça doit commencer entre le moment où Apollinaire téléphone à Picasso pour lui dire « reviens », et le moment où le juge d'instruction va les confronter, et où Apollinaire va aller en prison. Donc je connais le début, je connais la fin. Après, je suis libre. Voilà. Et après, je fais le chemin sur des choses qui sont véritables, qui sont véridiques. Alors, pas rentrer dans des considérations qui seraient trop absconses, mais expliquez-moi quand même, la nature du roman change. J'ai un peu le sentiment que, par exemple, Emmanuel Carrère dit qu'il ne fait plus de romans. J'ai un peu le sentiment que, en tout cas pour moi et dans ce que je lis autour, on se fonde de plus en plus sur une expérience, on habille son imaginaire autrement, d'une manière plus précise, plus en lien avec ce qui se passe, quoi. Je trouve que le roman est peut-être un peu plus sociologique qu'avant. Peut-être, c'est une impression. Mais est-ce que c'est pas un faux problème? C'est-à-dire que le problème n'étant pas tellement le roman, mais qui est de toute façon un mot qu'on met en couverture pour s'assurer d'avoir éventuellement un prix littéraire du roman. C'est un terme générique, en fait. C'est un terme générique, oui, absolument. La question est de savoir si on est pleinement du côté de l'écriture, pleinement du côté de la littérature. C'est ça. Je pense que vous avez raison. Le vrai truc, il est là. C'est-à-dire, c'est l'écriture qui compte. C'est l'écriture qui fait le roman, en fait. On peut raconter, on peut faire... Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu ce livre merveilleux de Claude Lanzmann qui s'appelle « Le lièvre de Patagonie », qui sont ses mémoires. C'est un chef-d'œuvre, hein, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un roman, quelque part, c'est un roman, l'écriture est incroyable, et alors qu'en fait, il n'y a absolument pas d'imaginaire. Donc en fait, je crois en effet que c'est l'écriture qui fait le talent, quoi, sûrement, quelque part.
Vous savez, il y a encore en bon français ce qu'on appelle la narrative non-fiction, ou disons l'écriture du réel, si vous voulez, qui illustre très brillamment, rien qu'en France, ces derniers temps, vous avez cité Emmanuel Carrère, c'est le nom qui vient tout de suite à l'esprit, il y en a d'autres, hein, et non des moindres, Jean Hatzfeld, même Florence Obnas, dont Emmanuel Carrère s'apprête à adapter au cinéma Le Quai de Ouistreham, j'ai appris ça aujourd'hui. Vous seriez tenté par quelque chose de cet ordre-là, ou peut-être vous l'avez déjà été, mais... Oui. Ouais. Vous interdisez rien, en fait. Non, ouais. Non. Non, je pourrais... Mais enfin, pour une raison... C'est assez bizarre, parce qu'en ce moment, je travaille avec Enki Bilal, qui est un dessinateur, un grand dessinateur, un des grands dessinateurs français. Et Enki Bilal, on fait une série ensemble, on adapte un de ses livres qui s'appelle Bug. Et Enki Bilal, c'est quelqu'un qui se projette beaucoup dans le futur. Donc là, le pitch, comme on dit, c'est très simple, c'est on est en 2030 ou 2040 et il y a une panne d'informatique. Il n'y a plus d'informatique du tout. Il n'y a plus d'ascenseur, il n'y a plus de téléphone. Comment on fait? Et donc, lui, ça l'intéresse beaucoup, cette espèce de projection dans le futur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la lecture de l'histoire. Beaucoup. Parce que d'abord, je pense que si on conduit, on a besoin d'un rétroviseur. Que l'histoire permet de comprendre ce qui se passe et ça donne une... Bon. Et le mélange des deux est assez intéressant, en fait. Alors, c'est une façon de parler d'aujourd'hui, en vérité. Ce que je fais avec lui, c'est de parler de demain et d'hier. En fait, on est au centre d'aujourd'hui. Et quand je parle de la Joconde, d'Apollinaire, de Picasso, je parle d'aujourd'hui, même si c'est en creux, même si y a du regret là-dedans. Je trouve qu'il y a un manque aujourd'hui de fraternité, il y a un manque de solidarité. La raison pour laquelle Picasso et Apollinaire avaient peur d'être accusés de recel, c'était la crainte d'être expulsés de France. Or, aujourd'hui, ils seraient expulsés. Et aujourd'hui, il n'y a plus ces communautés d'artistes, comme il y avait le bateau Lavoir, ou à Paris, la closerie des Lilas, ou les cafés, quoi, c'est quelque chose... Et même ce rapport entre les peintres et les écrivains qui ont beaucoup fait de choses ensemble, Apollinaire et Picasso ont fait beaucoup de choses ensemble, et ils ne sont pas les seuls. Ça n'existe plus. Donc, quelque part, de parler de ce manque... de parler de cette histoire ancienne montre le manque d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est une façon de parler d'aujourd'hui. Alors, vous me fournissez la question suivante, c'est que vous êtes assez inscrit dans le débat public de ce temps depuis longtemps, il peut vous arriver de prendre des positions dans les journaux, etc. Et même, on le comprend à demi-mot en lisant vos livres, certains de vos livres plus ou moins, etc., peu importe. Mais vous n'assénez jamais rien. Et c'est la raison pour laquelle j'aime vous lire, et je suis persuadé que c'est la raison de votre succès également, c'est-à-dire que vous n'assignez pas le lecteur à une place, vous ne lui dites pas ce qu'il doit penser, parce que le prisme romanesque dépasse largement le piège, j'allais dire, je ne sais pas si vous serez d'accord, si vous voyez ce que je veux dire, de l'éditorialisme dans le roman, qui à mon avis est un piège mortel. Ben oui, parce que quand on est romancier, ce qui l'emporte surtout, c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est le langage. S'il n'y a pas ça... par exemple, contrairement à vous, moi j'ai beaucoup de mal à écrire des articles. On m'en demande de temps en temps, mais c'est épouvantable pour moi ce travail qui consiste à laisser tomber ce que vous êtes en train de faire et qui reste toujours très fragile, parce que l'imaginaire est un outil très très fragile, pour écrire sur une thématique précise. C'est très difficile, ça me prend un temps fou. Et puis après, ben, il faut que je revienne dans mon imaginaire, qui est une forme de rêve, hein, quand même, et ça prend aussi beaucoup de temps. Donc en général, quand je suis en période d'écriture, d'ailleurs, je le fais pas. Mais c'est vrai que je suis capable de m'engager sur des causes, hein, bien sûr, mais que les livres, c'est pas le sujet, en fait. Encore que, évidemment, choisissant cette histoire de sans-papier, même s'il s'appelle Apollinaire et Picasso, je dis quelque chose aussi. Je dis quelque chose sur cette générosité, cette fraternité qui, à mon sens, manque beaucoup. Absolument. Alors, on va un petit peu, comment dire, feuilleter la carte du temps de vos livres.
Il y a un livre assez particulier finalement, qui est un des livres les plus connus, qui a eu le plus de succès, vous l'avez rappelé, cher ami, tout à l'heure, Pré-Renaudot, 1991. Je vois d'ailleurs que l'éditeur en poche a cru bon de décrire le roman culte d'une génération. Ça, c'est une phrase... Moi, je croyais que le roman culte d'une génération, c'était Bonjour Tristesse. Maintenant, c'est Bonjour Tristesse, on termine par la séparation. Il y a une justesse. Je dis que c'est assez particulier, bon, parce que c'est, comme son titre l'indique, c'est le récit d'une séparation dans un couple. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce livre est comme une parenthèse. J'aurais imaginé dans un premier temps que ça allait vous amener vers quelque chose de plus contemporain, mais finalement, c'est le moins romanesque, c'est pas dit que c'était le moins bon, hein. C'est le moins romanesque de vos livres, ou l'un des moins romanesques de vos romans, plus exactement, vous n'en avez pas écrit que des romans. Et ce livre qui a eu un succès énorme, qui a effectivement résonné pour beaucoup de gens, parce que ça faisait appel à des choses que beaucoup d'entre nous ont connues, me paraît quand même comme une parenthèse. Vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que quand même, pour vous... ça a pu ouvrir des perspectives d'écriture différentes? Non, non, pas du tout. En plus c'est compliqué parce que c'est un livre que j'ai écrit très vite, très vite. Évidemment, d'ailleurs, je ne savais pas si j'allais le publier. Finalement, comme dit Roger Vaillant, quand on écrit et qu'on ne publie pas, c'est une forme d'onanisme. Donc je préfère le rapport multiple. Donc je l'ai publié. Mais c'est vrai que d'abord je pensais absolument pas qu'il aurait le succès qui a été le sien, et après et quelque part c'est un succès que j'ai pris en pleine gueule parce que un succès c'est un prix littéraire, un succès c'est pas facile à vivre en vérité. On est très content évidemment, mais c'est le suivant qui compte en fait. C'est qu'est-ce qu'on va écrire derrière. Et d'ailleurs, j'ai écrit après un livre qui s'appelle Une jeune fille qui n'est pas très bien, qui n'est pas très bon. C'est très difficile d'avoir un prix. On rêve tous d'avoir un prix littéraire, hein, franchement, bien sûr. Hein, je suis très content d'avoir eu le Renaudot. Mais d'autant que c'était un livre en effet particulier. J'ai jamais écrit de livre comme ça. C'est-à-dire, c'est un livre, pour le coup, extrêmement sociologique. Ça raconte l'histoire d'une séparation dans un couple dans les années 90. Donc en effet, ce livre a marché parce que c'est une histoire commune qu'on a tous vécue et que bon, comme je sais à peu près écrire depuis le temps, le livre est à peu près bien écrit, quoi. On parle toujours de la première scène, d'ailleurs, c'est incroyable. Hein, enfin bon, voilà. C'est amusant parce que, évidemment, je n'ai pas fait l'exégèse de toute l'œuvre, et pour cause, il y a beaucoup de livres. Hein. Il y a, signé de votre nom, il y a une trentaine de livres, facilement. Hein. Pas tant de temps que ça. Et ce livre-là, vous avez dit une chose très juste à l'instant sur la séparation, donc je rebondis là-dessus. Certes, c'est l'histoire d'une séparation, amoureuse, enfin d'un couple, mais c'est un livre très ancré dans son époque. C'est-à-dire dans l'époque dans laquelle il a été écrit. C'est un livre qui est dans une contemporanéité absolue. Et ça, c'est assez rare chez vous, voire quasi unique. Peut-être vous gardez ça pour ce que vous pouvez faire pour la télévision, pour le cinéma. Non, non, je pense que ce n'est pas mon langage en vrai, et je le regrette. Je le regrette beaucoup, mais je pense que... Vous avez besoin d'avoir le... Enfin, vous ne vous sentez pas d'écrire sur... Je ne sais pas si vous allez écrire sur les gilets jaunes, pitié, on lance pas le débat, mais... Il y a déjà la couverture Grasset qui est jaune. Oui, c'est ça. Oui, c'est un gilet jaune en soi. Mais, non, mais vous sentez... Voilà, vous ne dites pas des fois, je voudrais écrire très direct. Je serais pas bon. J'aimerais bien, mais je pense que je ne serais pas bon. Je ne peux pas expliquer pourquoi, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des observateurs mieux que moi. Non, mais j'aimerais beaucoup, hein, j'aimerais vraiment beaucoup écrire sur l'époque, mais bon, voilà, c'est pas mon talent, je le crains, je le crains. Vous en avez d'autres. Puisqu'on est quasiment sur un canapé, j'aimerais savoir comment l'écriture, mais d'abord la lecture, j'imagine, est venue à Dan Frank. Voilà, à quel moment même vous vous êtes dit, enfin, quelles ont été les premières grandes œuvres pour vous, dans l'enfance, l'adolescence, et à quel moment vous vous êtes dit, tiens, peut-être que je vais faire ça de ma vie? D'abord, j'ai toujours écrit, ça a l'air toujours idiot de dire ça, mais c'est quand même vrai. J'ai toujours écrit quand j'avais 10 ans, mais c'est la seule chose que je sais faire, et c'est le seul outil que, voilà. Après, je trouvais que c'était bien pour draguer les filles.
quand j'étais au collège, je trouvais que c'était bien pour draguer les filles. Donc je me suis dit, moi je vais draguer les filles, je vais continuer à écrire. Et puis... La guitare, vous savez. Oui, mais ça, je ne suis pas assez doué. Mais en revanche, j'ai toujours... En fait, je voulais être journaliste. Enfin, je voulais écrire. J'ai jamais pensé vivre de ma plume, voilà. J'ai toujours pensé que j'en vivrais pas, et d'ailleurs, j'avais pas envie d'en vivre. Je me disais, c'est l'outil que je possède. Bon, je n'étais pas mauvais quand même. Et puis, donc j'ai toujours cherché autour, voilà. Et par exemple, j'ai beaucoup décrypté, j'ai beaucoup écrit pour les autres, et avant d'écrire pour les autres, je décryptais des livres entretiens. Vous savez, les gens parlent sur une bande magnétique, ça dure 20 heures, et vous vous transcrivez, voilà. Puis comme j'étais plutôt bon dans la transcription, on m'a dit peut-être tu pourrais corriger des livres. Alors j'ai corrigé des livres. Et puis après, on m'a dit peut-être que tu pourrais écrire avec d'autres. Alors j'ai écrit avec d'autres, puis écrire pour d'autres. Et je l'ai fait en m'interdisant de... J'ai jamais écrit de roman pour les autres, alors que c'est une pratique quand même assez courante. Mais donc je voulais plutôt être journaliste. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai inventé ce personnage avec Jean Vautrin de Bourreau, qui est un reporter photographe. Et puis après, on m'a proposé de faire des polars, mais je me suis dit que non. Bref, j'ai écrit pour les autres, et tout en publiant pour moi. C'est en fait, pendant longtemps, j'ai écrit dans la journée pour les autres et le soir pour moi. J'avais comme ça, et puis peu à peu, j'ai été j'étais un nègre conséquent. On était trois en fait. Il y avait Rambaud, Orsena et moi. À la même époque, on se partageait à beaucoup les choses, sauf qu'eux, ils ont eu le gros cours. Ils sont plus forts que moi je suis nucléaire en dodo. Mais ça m'a donné quand même le fait d'écrire pour les autres, et je dirais que c'est pareil pour Orsena et Rambaud, c'est que ça vous donne une espèce d'agilité d'esprit qui fait que vous êtes capable d'être un peu schizoïde en matière d'écriture. Donc d'abord d'écrire des choses différentes. Orsena et Rambaud écrivent aussi des choses différentes. Et puis moi, je peux écrire des films, je peux écrire des romans, je peux écrire des tas de choses différentes. Je trempe mon porte-plume dans des encriers différents, mais l'outil quand même reste le même. Et après, finalement, oui, j'ai vécu de la littérature pendant très longtemps. Alors j'y reviens parce qu'on ne m'avait pas répondu. Lecture fondatrice. Claude Moran. Ouais. Henri Verne, qui a 101 ans aujourd'hui, qui est toujours vivant. Non, mais c'était, en fait, le rapport à la lecture est quelque chose de très complexe et de très intéressant. Parce que moi, j'ai lu beaucoup, évidemment, des livres de la Bibliothèque Verte, la Bibliothèque Rose, ce genre d'ouvrages. Voilà, bien tout l'univers, les trucs de ma génération, quoi, en fait, hein, qui aussi est peut-être, pour une partie d'entre vous, la vôtre. Et puis, les classiques, ça m'emmerdait, quoi. Ça m'emmerdait. Et je vois ma fille, j'ai une fille qui a 18 ans, et franchement, quand je vois ce qu'on lui fait lire au lycée, je trouve que c'est scandaleux. On lui fait lire Montaigne, on lui fait lire Voltaire, on lui fait lire, etc. Toutes choses qu'on lit plus tard, et moi j'ai lu plus tard tout ça. Et j'ai relu, et j'ai découvert en fait la littérature française, mais enfin classique, quand j'avais 20 ans, plus tard. Et je pense que, pour vos enfants, je pense qu'on devrait s'astreindre à ça. On devrait faire lire à nos enfants des ouvrages contemporains ou des livres d'aventure, des choses qui leur donnent envie. Et puis plus tard, leur faire lire Flaubert. Voilà, lire Flaubert à 15 ans, c'est absurde. Lire Flaubert plus tard, c'est absolument génial. Ou même, par exemple, moi j'ai lu avec ma fille Les Misérables. Alors ce que je faisais, parce que Les Misérables c'est quand même très long, et puis il y a surtout Victor Hugo, il y a deux versions des Misérables. Il y a la première version qu'il a écrite dans les années 1848, et puis, ou même un peu avant, et ensuite il y a la deuxième version qu'il a écrite dans les années 60, et la deuxième version, il a rempli. Il a beaucoup rempli avec des considérations sociales et politiques qui ne sont pas là dans la première version. Donc moi j'ai lu Les Misérables plusieurs fois, parce que c'est une œuvre fondamentale, et je l'ai fait lire à ma fille. Je lisais en même temps qu'elle et je coupais les passages qui auraient pu l'emmerder. Et du coup, elle a pris un grand plaisir à ça. Et là, je viens de relire pour la 3e fois Le Comte de Monte Cristo. Et c'est génial de lire des livres comme ça. Et c'est génial, moi je Proust, je
suis pas un fou de Proust, mais enfin, de lire la grande littérature, ou Nabokov, ou Beckett, ou des gens comme ça, qui moi m'ont beaucoup impressionné, à un moment, c'est nécessaire. Alors, vous parliez tout à l'heure de Bob Moran, et puis même des Misérables. Il y a eu chez vous, il y a toujours d'ailleurs, même si hélas la personne avec qui vous avez fait ça, le regretté Jean Vautrin, qu'on aimait beaucoup par ici aussi et partout, n'est plus là. Il y a eu quelque chose qui était de l'ordre de cette tentative-là, de réinventer un roman feuilleton, enfin feuilleton, c'est un peu... Un feuilleton en tout cas, non pas un roman feuilleton, pardon, un feuilleton, autour d'un personnage historique, de photoreporter qu'on découvre dans les années 30, qui aujourd'hui est un petit peu plus âgé, d'après ce que je crois comprendre. Personnage qui peut-être s'inspire lointainement de la figure mythologique du photographe hongrois Robert Capa. Est-ce que ça a été un grand plaisir? Est-ce que ça l'est toujours? Pourquoi? Comment vous avez fait pour travailler à deux? C'est particulier ça aussi. En fait, quelques mots sur Jean Vautrin. En fait, un jour, j'ai un copain éditeur, il y a longtemps, hein, qui m'appelle et qui me dit il faudrait corriger un roman, corriger, pas écrire, ça je ne sais pas, en 10 jours, et il fait 800 pages. Moi, j'ai dit je ne peux pas corriger un roman en 800 pages. Il me dit non, mais c'est pas grave, parce que moi, je vais faire le premier tiers, toi, tu vas faire le deuxième tiers, et on va trouver quelqu'un qui va faire le troisième tiers. Moi, j'ai dit d'accord. Et donc j'ai fait le tiers qui me revenait sans lire les autres. J'espère que c'était bien payé, hein, parce que c'est particulièrement pénible, ce genre de choses. C'est pénible, mais donc je l'ai fait, sans lire le premier tiers ni le troisième. Mais comme on était tous des professionnels, ben, finalement, ces livres-là, ça allait. Enfin, ce livre-là, c'était correct. Et là-dessus, je rencontre Jean Vautrin à un salon du livre, et mon idée, c'était, à partir de cette histoire que je viens de raconter, je me suis dit, on doit pouvoir inventer et créer un héros populaire, mais de qualité. C'est-à-dire quelqu'un qui soit généreux, qui réponde au canon du roman populaire et qui soit bien écrit. Et donc j'en parle à Jean Vautrin, on boit du Bordeaux pas mal, on était bien contents de se rencontrer, puis on dit, ben ouais, on va inventer un personnage et on va l'appeler Blemia Borovitch. Blemia, ça n'existe pas. Borovitch, c'était un personnage d'un film de Jean. Et puis un peu plus tard, ben, on trouve un éditeur tout de suite. Jean, à l'époque, n'avait pas eu le Goncourt, j'avais pas eu le Renaudot, donc on n'avait pas lu ce que... On se connaissait comme ça, mais on n'avait rien lu, quoi. Et puis je lis Jean, et je me dis, mais c'est une catastrophe, il écrit tellement différemment de moi, c'est-à-dire qu'il Jean Vautrin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il a une plume d'une générosité incroyable, il a un sens de l'image, alors que moi j'écris très cut. Oui, c'est ça, c'est une différence, mais totale. Le premier livre de Jean Vautrin, les premières séries noires, puis The Kick et tout ça, c'est sous influence Raymond Queneau, Jim Thompson, ça n'a rien à voir avec rien. Et donc là, c'est un peu la catastrophe. Et je vois Jean envoie des pages, je lui envoie, et finalement on s'est dit, ouais, on va inventer un auteur commun qui s'appelle Franck et Vautrin. Et puisque lui, il écrit d'une manière ample et moi d'une manière brève, et ben on a décidé qu'il allait ajouter chez moi et que j'allais couper chez lui. Et c'est ce qu'on a fait pendant des années et des années. Ceci étant, il était cinéaste à la base et il était habitué à ce genre de travail via le cinéma quand même. Oui, mais c'était différent. Et en plus, moi, quand j'ai rencontré ces gens qui m'ont poussé à faire du cinéma, et alors qu'au moment où lui-même s'en retirait. Et au fond, quand j'y pense, quand je regarde les livres que j'ai pu écrire, ou même les films que j'ai pu écrire, ou les scénarios de séries, au fond, ça répond exactement à cette espèce de règle absolue du roman populaire. En vérité, même les séries, vous regardez tous, je suppose, des séries, les séries sont écrites exactement comme étaient écrits les romans de Dumas, de Balzac, d'Eugène Sue au XIXe. C'est eux qui ont, avec Dickens, c'est eux qui ont inventé la série. Pourquoi ? Parce que toutes les règles de la dramatisation, des personnages, de la fin des chapitres qui doivent amener l'autre, vite, on a envie d'aller de tourner le page turner. Parce que ça apparaissait dans les journaux aussi. Et que... Ça apparaissait dans les journaux. Et en fait, l'idée, c'était un type, un patron de presse qui s'appelait Émile de Girardin, qui un jour, la presse ne se vendait pas, a eu l'idée de demander à des écrivains de faire des romans feuilletons. Voilà. Les écrivains en question, c'était, encore une fois, c'était Balzac, c'était Dumas, c'était Paul Féval, enfin, c'était quand même des très grands écrivains. Et
quand vous lisez les romans de cette époque, ils sont construits exactement comme les séries, exactement comme on a construit Borrow, et exactement comme j'ai construit Le vol de la Joconde. Et donc, il y a des règles comme ça qui sont des règles de dramaturgie, qui sont des règles essentielles, et grâce à ces écrivains-là, la presse moderne est née. C'est-à-dire que les gens avaient hâte, comme on regarde les séries aujourd'hui, les gens avaient hâte de lire qu'est-ce qui se passe le lendemain. Et l'un des premiers a été Balzac. Balzac a été dépassé par Dumas, qui était plus fort que lui, et qui travaillait d'ailleurs ses livres exactement comme on travaille les séries, c'est-à-dire à plusieurs. Il avait une équipe qui travaillait avec lui, comme certains peintres d'ailleurs. Et puis après est arrivé, presque simultanément, Eugène Sue, qui a moins la cote aujourd'hui, mais qui était extrêmement populaire à l'époque, quoi. Et donc, les livres que moi j'ai pu lire dans mon enfance, c'est qui étaient des livres comme ça, ou des livres où on avait envie d'aller plus loin, quoi. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, qui a marqué toute mon écriture, en fait. Alors, vous l'avez dit, vous avez beaucoup écrit pour les autres. Je préfère le terme anglais de ghostwriter à celui des obligeants de nègres, si vous me permettez. C'est juste pour l'anecdote, parce que c'est quand même particulier. 12 juillet 1998, finale de la Coupe du Monde, la France bat le Brésil 3-0, 2 buts de la tête de Zinedine Zidane, qui devient un saint laïque et kabyle. Et toute l'édition française fait le siège des agents de Zidane ou de l'agent de Zidane pour que Zidane publie un livre. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des idées, parce que il était peut-être plus considéré comme footballeur que comme éventuel écrivain. Et c'est bon, voilà, c'est pas nécessairement une idée géniale. Bref, après des mois et des mois de tergiversation, ce livre va se faire avec un type qui signe sur les couvertures, hein, donc là il ne s'agit pas de ghostwriting, qui, d'après ce que j'ai ouï dire, ne connaît strictement rien au football, et à qui le nom de Zidane, certes vous saviez qui c'était, mais enfin ne déclenche pas les phénomènes d'hystérie que ça peut déclencher chez le monde journaliste sportif à cette époque. Curieuse aventure, presque picaresque, c'est-à-dire qu'il y aurait presque le vrai roman à écrire, puisque vous me l'avez raconté, c'est le roman du comment j'ai écrit un livre avec Zinedine Zidane, plus que... Je l'ai écrit longtemps après, d'ailleurs, ça s'appelle Roman nègre, c'est un livre qui raconte l'histoire de Zinedine. Moi, j'avais beaucoup écrit pour les autres. Ça, lisez ça, c'est formidable. Roman nègre, c'est un livre de poche, vous le trouverez juste derrière. J'avais beaucoup écrit pour les autres, et il m'est même arrivé une histoire assez rigolote un jour. Le premier livre que j'ai fait, c'était avec un président de cour d'assises de Paris qui s'appelait Jean Ullmann, je me souviens qu'il était un type très sympathique. Et donc je le rencontre, je l'enregistre, je reste, je sais pas, une vingtaine d'heures avec lui, puis j'écris son livre. Et puis il passe à apostrophe, et moi aussi. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais dans la salle, mais à côté, quoi. Mais il savait que j'étais là, je l'accompagnais. Et le type commence à dire... Pivot lui dit, ouais, alors votre livre, vos mémoires, et le type dit, ouais, je porte ça depuis des années, je rêvais d'écrire ce livre, ça m'a pris du temps, mais j'y suis enfin arrivé. Moi, j'étais absolument écroulé de rire, mais en même temps, je connaissais le phénomène. Quand vous écrivez pour les autres, c'est d'abord, on vous reçoit, c'est votre livre, et puis après, c'est notre livre, et puis après, c'est mon livre. Et donc, moi, j'étais habitué à ça, et comme je publiais les miens, je m'en foutais, j'avais pas d'ego là-dessus particulier, quoi. Et j'avais arrêté depuis longtemps, parce qu'à part ça, ce petit jeu, j'en avais assez, puis je vivais de ma plume, j'avais plus besoin de le faire. Et un jour, en effet, on m'a proposé d'écrire un livre avec Zidane. J'ai jamais compris pourquoi c'était tombé sur moi. Jamais. Jamais. En plus, bon, Zidane, je l'ai vu une vingtaine d'heures, il faut ça pour faire un livre, et Zidane est assez peu bavard. Donc on avait des réunions assez épiques, mais j'étais extrêmement fier, ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est que avant de le rencontrer, j'avais écrit la moitié du livre déjà, parce qu'on m'avait dit, il parle pas, bon, j'avais regardé tout ça. J'avais acheté un magnétoscope. Je vous interromps juste 2 secondes pour ceux qui aiment le football. Il faut se souvenir que c'est le Zidane de ces années-là, hein. C'est pas le Zidane d'aujourd'hui, entraîneur d'équipe de foot, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus extraverti. On a affaire à quelqu'un d'extrêmement introverti et d'extrêmement mal à l'aise dans l'expression publique. Et donc, non, je le vois, et
Donc j'avais écrit la moitié et surtout j'avais chiadé les matchs, quoi. C'est-à-dire j'avais acheté un appareil spécial pour regarder les matchs en long, enfin j'avais mis du temps. Je m'étais dit je vais être très fort, je vais être comme Roger Vaillant ou Blondin avec le vélo, quoi. Je serai le Blondin du football. Alors j'y connaissais rien. Et puis je fais le livre avec Zidane, que je vois, etc. Et je lui envoie évidemment pour qu'il le lise, il était à Turin, et il m'appelle, il me dit tu viens, alors, je suis allé à Turin, il me dit écoute ton livre il est super. La seule chose, j'ai rien compris au match de foot. Et après, je lui ai dit, tout à l'heure, mais je lui ai dit, mais pourquoi me demander à moi, écrivain, d'écrire un livre sur le foot alors que je n'y connais rien? Pourquoi ne pas demander à un journaliste sportif? Et il a eu cette réponse d'une très grande intelligence, il m'a dit, tu crois que j'ai déjà lu un livre? Alors je reviens, parce qu'avant de vous céder la parole, malgré tout le temps qui passe vite avec vous, il y a tellement de choses à se dire. Je reviens à ce vol de la Joconde. Il y a, je l'ai dit, il y a le moment initial, il y a le moment où vous dites ça va, c'est bon, je le tiens. Et puis il y a ce moment-là qui est paru, qui s'est passé il y a une semaine à peu près, où le livre est dans les librairies et tout ça. Quand vous y repensez, ça c'est un truc qu'on ne demande pas beaucoup, moi j'aime bien demander ça aux auteurs, est-ce que c'est un livre dont vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez eu l'impression, vous savez c'est Truffaut par exemple, Jean Cuistrerie qui disait quand je commence un film, je sais toujours l'extraordinaire chef-d'œuvre que je vais faire, et puis au bout de 10 jours ou de 5 jours de tournage, je sais qu'il ne me reste plus qu'à sauver les meubles. Et vous, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait ce que vous vouliez faire? Non, le problème c'est pas, d'abord quand même, quand on écrit, enfin, moi c'est le seul côté de, enfin, j'ai un peu l'impression où je suis un peu narcissique, où je m'aime, c'est quand j'écris. Autrement, c'est pas très intéressant, mais moi si je n'aime pas ce que j'écris, je peux pas écrire. Parce que c'est quand même compliqué d'écrire un livre, hein. C'est pas simple, on est tout seul, personne autour de vous peut comprendre que vous bavardiez avec Apollinaire ou Max Jacob ou Picasso. Donc c'est un rapport assez étrange au monde qu'on a. Et c'est ça que j'aime d'ailleurs chez les artistes, ce côté ailleurs et dedans et en même temps. Donc quand même, quand vous le publiez, à la fois vous êtes content parce que c'est fini, puis vous êtes enfin c'est dur quand même, vous abandonnez, vous allez voir, vous qui écrivez aussi, mais on abandonne un univers dans lequel on a été bien, très bien, pendant des mois et des mois et des mois. Donc on est content de ce qu'on a fait. Voilà, c'est après. Après, moi je prends la liste de mes 30 bouquins, et ben, je peux vous dire qu'à chaque fois j'étais content de les finir et de les publier. Mais quand je prends les 30, non, il y en a que je referai pas. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que c'est le plaisir d'un moment. Et moi, je déteste me relire. Alors, par exemple, quand les livres viennent en poche, quand j'étais jeune écrivain, je les relisais parce qu'on corrige toujours un peu, mais maintenant, je ne le fais pas parce que d'abord, c'est vieux, et puis, c'est une façon de se voir soi-même qui n'est pas forcément agréable. Et quoi qu'il arrive, ça ne vous appartient plus? Quand le livre est paru, il appartient à vos lecteurs, il appartient aux gens ici tout autant qu'à vous. Oui. Quoi qu'il arrive, vous avez, si j'ose dire, je sais pas, c'est pas agressif, pas plus de légitimité à en juger que le j'en ai moins. Que le lecteur. Ouais. Mais j'en ai moins. J'en ai moins que les lecteurs qui me lisent, que les critiques qui me jugent, j'en ai moins. D'abord parce que je ne peux pas être objectif. Non, les critiques ne jugent pas, les critiques lisent. Enfin, oui, mais ceux qui jugent, ceux qui jugent, c'est les mauvais. Oui, mais une bonne critique, c'est génial. Une critique. Moi, je me souviens très bien quand on faisait avec Jean Vautrin, on avait toujours une critique dans Le Monde, elle était faite par Pierre Le Pape. Bien sûr. Et puis, et on le connaissait bien, c'était un copain. Et un jour, il a fait une critique mauvaise, le 3e ou le 4e, en disant vous devriez arrêter. Il le disait clairement, quoi, il l'écrivait. Et moi, je dis, mais on va te démontrer que non. On va te démontrer qu'on va continuer, que ce sera bien et mieux. Et en fait, il avait raison, c'est-à-dire qu'on a eu raison de continuer, mais celui qu'il avait jugé ou sur lequel il avait écrit, qui était plus faible que les autres, il avait eu raison de le dire, quoi. Et donc le retour est quelque chose de tout à fait fondamental. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il faut le dire, Jean Vautrin n'est plus là, encore une fois, regret. Mais Borot, lui, est toujours là. Il va continuer. Oui, en ce moment, je suis en train d'écrire le 9e tome
sur une période qui m'intéresse, que je trouve intéressante, c'est la construction du mur de Berlin. C'est-à-dire cette période absolument incroyable où on a été au bord d'une guerre mondiale. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'au fond, ça s'est passé. Il y avait en même temps le mur de Berlin, il y avait Cuba. Il y avait les missiles à Cuba. Et en vrai, enfin, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y avait un aller-retour entre les deux zones de conflit qui aurait pu être mortelle, quoi. Voilà, lisez et relisez, faites lire Le vol de la Joconde, parce que d'abord vous allez y prendre un plaisir fou, et je trouve que le plaisir, c'est pas mal quand c'est partagé. Et puis en plus, vous y verrez confirmer aussi, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, combien le génie français, le génie authentiquement français, se nourrit aussi des étrangers. Et évidemment, un grand merci à Dan Franck.